Présentation de toutsurlehockey.com. Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode du TSLH Podcast. Comme vous pouvez le constater, je suis seul aux commandes pour ce début d'épisode. Pascal va être de retour la semaine prochaine sur le podcast. Plus tard dans l'épisode, je vais être rejoint par Jessica Lemay, rédactrice du toutsurlehockey.com qui couvre notamment le Rocket de Laval. Donc, vous aurez compris qu'on va parler du Rocket plus tard dans l'émission. On va parler également avec Jess des débuts de Lane Hudson et de la performance également de Logan Mailloux, qui ont été tous les deux rappelés, si on veut dire. Dans le cas de Mailloux, il a été rappelé dans le grand club pour le dernier match et Lane Hudson a signé son contrat d'entrée avec les Canadiens, donc jouait ses 2 premiers matchs dans la Ligue. On va y revenir avec Jess. Pour débuter l'épisode, je vous ai concocté un petit édito rapide sur la centrale de recrutement qui a sorti sa liste finale pour le repêchage 2024. On va en reparler également avec Pascal dans le prochain épisode. Donc, je vous offre mes analyses personnalisées, mes réactions par rapport à cette liste-là. Et puis, on aura une discussion sur justement la liste finale de la centrale avec Pascal dans le prochain épisode. Mais pour commencer, c'est un sujet qu'on voulait aborder avec Pascal dans les derniers épisodes, puis on a comme oublié en raison du menu assez chargé des récents épisodes qu'on vous a fournis. Et c'est le jeune prodige Landon Dupont, qui a reçu le statut de joueur exceptionnel dans la WHL. Les Silvertips d'Everett, qui ont le premier choix dans la WHL pour le repêchage, risquent de mettre la main sur ce défenseur qui va débuter sa carrière à 15 ans, qui est ce Landon Dupont. J'ai sorti un court profil sur le site, là, vous pouvez le constater, vous pouvez le consulter en fait sur la section TSLH Espoir du site web. Quand ça a été annoncé, en fait, je suis allé regarder quelques matchs du jeune Dupont, fils de Mickey Dupont, que je ne connaissais pas, un ancien joueur des Flames de Calgary. Landon Dupont, c'est un défenseur issu du programme de la CSSHL, donc qui vient des rangs scolaires, évidemment. C'est pas le même réseau là, que la PHC, ni la ligue où se trouve Shattuck et St. Andrews par défaut avec Dean Letourneau. C'est un programme complètement différent. Cette saison, dans la CSSHL, Landon Dupont s'est installé au 3e rang des marqueurs avec 62 points en 30 matchs, ce qui est une solide production. Mais pour comparer un petit peu, Connor Bedard avait inscrit son nom dans le livre des records lors de son passage dans cette ligue-là. Et Connor Bedard avait inscrit 84 points en 36 matchs. Évidemment, Bedard étant un attaquant, c'est bien évident qu'il allait marquer plus de points que Dupont, qui est un défenseur en fait. Défenseur droitier de 5 pieds 11, 170 livres dans le cas de Dumont. C'est un gars qui va avoir 15 ans le 28 mai prochain, puis est admissible au repêchage de la Ligue nationale de hockey en 2027.
comment décrire Landon Dupont? C'est sûr que là, ma connaissance de la CSSHL est très limitée. C'était mes premiers matchs que je regardais de ce calibre-là. Donc, évidemment, je ne veux pas non plus m'attarder dans le profil de ce défenseur-là. C'est pas comme si je l'avais suivi toute la saison. Là. Je suis allé regarder un 4 matchs d'échantillonnage pour vous en parler un petit peu sur le podcast et sur le texte que j'ai produit sur lui. Ce qui m'a frappé à première vue dans le cas de Landon Dupont, c'est vraiment sa patience avec la rondelle. Il a vraiment des très bonnes mains en possession de rondelle, puis il va constamment laisser, en tout cas dans l'évaluation que j'ai, il va très souvent laisser l'adversaire se compromettre pour après ça sortir une feinte ou exploser avec son coup de patin pour déjouer l'adversaire. C'est vraiment un défenseur qui va opter pour justement jumper, en fait, sauter dans les espaces libres pour compléter son jeu, mais il va le faire quand l'adversaire va se compromettre. Fait que c'est vraiment une belle patience avec la rondelle qu'il affiche. C'est sûr que là, comme je mentionnais, la CSSHL n'est pas une ligue que je connais. Je le sais pas. Tu sais, les 4 matchs que j'ai regardés, c'est aucunement physique comme jeu. Donc, ça va être vraiment un point à surveiller dans le développement de Dupont parce que la WHL est quand même une ligue junior où le jeu physique est omniprésent. Donc, est-ce qu'il va être capable justement de se démarquer dans un contexte plus physique, plus rapide? À première vue, Dupont, comme il aime beaucoup laisser l'adversaire se compromettre, avoir une très belle patience avec la rondelle. J'ai l'impression qu'il va être aussi capable de se protéger au niveau du jeu physique. C'est un gars que j'ai trouvé qu'il allait régulièrement protéger la rondelle le long de la rampe. Il se faisait donner des doubles échecs. Il se faisait donner un petit peu de fil à retordre sur les bagarres pour la rondelle. Puis j'ai quand même trouvé qu'il sortait souvent gagnant de ces batailles. Fait que ça, c'est encourageant pour la WHL, mais encore là, il faut quand même contextualiser. Là, le hockey scolaire, il n'y a pas vraiment de contact. C'est pas physique du tout. Fait que ça risque d'être différent dans le junior, surtout à 15 ans. À 5 pieds 11, 170 livres, on peut s'attendre à ce qu'ils prennent un pouce ou deux d'ici l'année prochaine. Surtout qu'il y a 14 ans présentement. 15 sous peu à la mi-mai. Puis à 170 livres, c'est pas un mauvais gabarit, là, vraiment pas là, pour 14 ans. Donc, s'il ajoute un petit peu de masse sur sa charpente pour la saison prochaine, ben ça risque d'être moins dommageable au niveau du jeu physique. Landon Dupont, c'est un défenseur qui est excellent en relance. Il fait des très bonnes passes assez rapides, puis sa prise de décision aussi pour la relance est assez rapide. C'est un joueur qui est capable de s'évader de la pression en possession de rondelle. Donc, quand la pression arrive à 2 joueurs, il va être en mesure de sortir la rondelle lui-même du territoire. À première vue, moi, j'ai pas trouvé que c'était le défenseur le plus explosif sur son accélération. C'est difficile, par exemple, pour moi de comparer est-ce qu'il est dans la norme, est-ce qu'il est dans les meilleurs sur la patinoire, parce que je connais pas, c'est ça, j'en reviens à ça, mais je connais pas exactement le calibre de la CSSHL. Dans les matchs que j'ai regardés, j'ai trouvé que son explosion était suffisante pour réussir son jeu, mais c'était pas le défenseur que quand il mettait le pied sur le champignon, ben il battait tout le monde de vitesse. T'sais, oui, il va battre de vitesse parce qu'il anticipe bien, il a des bonnes mains puis ses trajectoires sont bien évaluées. Mais tu sais, c'est pas le joueur qui va accélérer puis on va s'ouvrir les yeux grands ouverts parce qu'il y a donc bien une vitesse d'exécution assez élevée, là. Fait que c'est peut-être quelque chose qui va être à surveiller dans sa progression dans le junior du côté de la WHL.
Puis défensivement, moi j'ai trouvé que c'était vraiment un défenseur qui couvrait beaucoup d'espace sur la patinoire. Il est arrivé à plusieurs reprises de couvrir un 2 contre un en fait, puis en largeur, il trouvait le moyen d'aller rattraper le porteur, puis de revenir se positionner au centre assez rapidement. J'aime beaucoup sa mobilité au niveau du patin à reculons. Ses pivots sont excessivement efficaces, ce qui lui permet justement de couvrir beaucoup d'espace sur la patinoire. Dupont aussi, au niveau offensif, je reviens sur le volet offensif. C'est un joueur qui va se démarquer beaucoup avec son tir des poignets. J'ai trouvé qu'il avait vraiment un très très bon tir des poignets, très précis, qui semble lourd aussi quand même. Puis tu sais, j'aime bien la variété qu'il démontre au niveau de son tir. C'est pas juste un gars qui va viser le top corner, c'est pas juste un gars qui va prendre des one-timers, des tirs vraiment pour percer le gardien de but. Tu sais, il va lancer il va faire des tirs bas, il va faire des tirs passes. Tu sais, il va diriger la rondelle beaucoup pour créer du chaos devant le filet. Fait que ça, c'est vraiment quelque chose qu'on voit plus ou moins dans la variété des tirs chez les défenseurs. Souvent, on veut juste percer le gardien de but, lancer le plus fort possible. Mais lui, il a une belle. Il varie beaucoup, beaucoup son type de lancer vers le filet. Fait que c'est un peu ça pour Landon Dupont. Ça va être vraiment un joueur à surveiller du côté d'Everett. Là, je dis Everett parce que c'est eux qui ont le premier choix. J'imagine qu'ils vont le sélectionner. En fait, cette transaction-là a été possible grâce à la transaction d'Owen Zellweger, je pense, qui était impliqué dans la transaction qui a mené à ce choix-là de repêchage. Donc, voilà. Par la suite, là, c'est Prince Albert qui repêche deuxième. Tri-City, Kelowna, puis Edmonton qui vont suivre au repêchage de la WHL. Fait que si Everett prend pas Landon Dupont, il risque de se retrouver avec les Raiders de Prince Albert, qui serait quand même une bonne formation. Il rejoindrait Ryder Ritchie notamment. Donc, c'est ce qui fait le tour. C'est le 9e joueur à acquérir ce statut de joueur exceptionnel-là. 3 défenseurs l'ont eu dans le passé. Aaron Ekblad et Sean Day, qui a aussi obtenu ce statut-là. Au niveau des joueurs exceptionnels, Sean Day, c'est probablement l'exemple le plus négatif parce que le gars n'a pas eu de carrière dans la Ligue nationale, vraiment. Il y a eu Joe Veleno aussi qui l'a eu, que présentement, on ne sait pas trop si ça va être une vedette dans la Ligue nationale. Mais sinon, des gars comme Connor Bedard, John Tavares, ça a eu des statuts de joueurs exceptionnels. Puis on connaît les carrières qui s'en sont suivies. Plusieurs comparent Landon Dupont comme le prochain Cale Makar. Je m'empresserai pas à faire de comparatif parce que j'ai quand même juste 4 matchs de lui d'observer, mais j'ai pas trouvé que son patin était comparable à Cale Makar présentement, puis on s'entend, c'est tout à fait normal. Là. Cale Makar, c'est le meilleur défenseur de la Ligue nationale, ou top 3 du moins, il y a une conversation, mais bref, puis j'ai pas l'échantillon de Cale Makar à son année repêchage, mais tu sais, je trouve pas qu'il était excessivement dominant au niveau du patin, au niveau des feintes et tout. Dans les matchs que j'ai observés, c'était un excellent défenseur. Mais il y a beaucoup de ces points que j'ai regardés qui étaient récoltés par des passes plutôt simples et des tirs au but que finalement, en raison de la qualité de son tir, se sont frayés un chemin dans le filet. Mais bref, ça va être intéressant à suivre parce que cette comparaison-là est sortie quand même assez rapidement là, du côté de Landon Dupont. On passe au deuxième sujet, puis je vois les commentaires sur Patreon et effectivement, je pense que la liste de la centrale, un classique, bref, il y a beaucoup de surprises. On parle de Simon Servant qui a dû sacrer en voyant le rang de Cole Iserman. Pas vraiment. Je pense que notre ami Simon va garder certaines factures et va se faire un malin plaisir d'en reparler dans 5-6 ans
7 ans même. Qui sait, on verra qui a raison ou a tort. Mais bref, moi, ce qui m'a le plus surpris dans la liste de la centrale, c'est bien évidemment les gardiens de but. Mon top 10, pour ceux qui l'ont regardé ou écouté sur Patreon, vous aurez compris que j'ai 2 gardiens qui n'apparaissent pas sur la liste des gardiens de but pour la centrale de la Ligue nationale de hockey. Je suis quand même assez surpris de ne pas voir leur nom. Peu importe quel rang la centrale aurait donné, je suis surpris de ne pas voir leur nom. Émile Vigny, premier rang, du côté de l'Europe, chez les gardiens de but. Je peux comprendre. C'est un gardien qui a énormément de potentiel. Malheureusement, très peu de constance cette saison devant son filet. Mais le potentiel est là, donc je ne suis pas nécessairement surpris. Ilya Nabokov, j'en ai parlé dans le podcast des meilleurs gardiens de but. Moi, c'est un gardien de but, il a 21 ans là, présentement, puis il est excellent en KHL, mais c'est un gardien que je n'ai pas évalué dans les dernières années. Donc, pour moi, repêcher un gardien de but de 21 ans au repêchage annuel, rendu là, je préférerais signer un contrat plutôt que de gaspiller, de dépenser, on va le dire ainsi, un choix au repêchage. Puis quand je regarde les gardiens de but en Amérique du Nord, là, à ce moment-là, je suis un peu d'accord quand même avec ce qui a été mentionné. Notons la chute de Ryerson Linders, qui ne me surprend pas du tout. 10e dans la liste des gardiens de but en Amérique du Nord. Peut-être le fait qu'il est derrière certains gardiens de but qui me surprend, mais le fait de le voir chuter comme ça ne m'a pas surpris. Des gars comme Chase Woodsky, London Miller, ces 2 gardiens de but, je pense pas spoiler rien, mais ces 2 gardiens de but qui n'ont pas passé la coupure dans mon top 10 des meilleurs gardiens de but, ça reste d'excellents gardiens de but. Je demeure quand même surpris de voir Linders en bas d'eux autres dans la liste de la centrale. Mais la chute, je la comprends parce que plus la saison avançait, plus c'était difficile pour lui. Il surfait un petit peu sur un début de saison incroyable, sur le fait qu'il était sur la première ronde d'Elite Prospect, qui était dans le programme de Hockey Canada. On va le voir au championnat U18 très prochainement, derrière Carter George, qui arrive au 2e rang de la centrale de la Ligue nationale, derrière Mikhail Yegorov, qui évolue actuellement dans la USHL. J'ai aucun problème avec ces classements-là, pour de vrai, au niveau des gardiens de but. Donc voilà, c'est ce qui fait le tour pour les gardiens de but. Maintenant, embarquons dans les patineurs. C'est sans surprise que Macklin Celebrini demeure au premier rang. Là. C'est assurément lui qui va sortir premier la journée du repêchage. Par la suite, il y a plusieurs sélections étonnantes. Sélections en fait, des classements étonnants. Si on regarde en Europe, du côté des patineurs, la centrale a placé Anton Silayev avant Ivan Demidov. Et pourtant, il y a des profils fournis par la centrale de recrutement sur leur article. On parle de Demidov comme étant probablement plus talentueux que Macklin Celebrini, mais on le met derrière Anton Silayev. Ça, honnêtement, j'ai de la misère un peu à expliquer ça. Si ce n'est que le profil de Silayev est tellement alléchant que les recruteurs de la centrale ont décidé de lui donner le premier rang des patineurs européens. Pour le reste, il n'y a pas grand surprise à mon sens. Peut-être Nikita Artamanov que j'aurais pensé qu'il serait plus haut. Plus haut par rapport au fait que par rapport aux joueurs qui sont au-dessus de lui dans la liste. Je pense à un Aaron Kiviariou qui est 8e chez les Européens et qui n'a pas joué de la saison. Alors que Nikita Artamanov a connu une solide saison, a connu une progression quand même assez stable, pas incroyable. Il n'y a pas eu de pic pendant la saison, mais ça a quand même été assez constant au niveau de ses performances puis au niveau de son rendement sur la patinoire. Qu'on place Artamanov au 19e rang,
soit 11 rangs en bas d'un gars qui n'a pas joué de la saison, puis que les moments qu'il a joué cette saison, Kivi Arias, c'était pas tellement reluisant. Ça, j'ai un petit peu de misère à le comprendre. Mais bon, on n'est pas des recruteurs, puis eux, ils rencontrent certains joueurs, ont des insights aussi sur certaines choses. Donc, c'est le but de l'exercice n'étant pas de critiquer, mais plutôt de donner mon opinion sur ces listes-là. Si on revient en Amérique du Nord, on voit un peu le portrait qui se dessine au niveau des défenseurs. On parlait de Silaev qui est premier du côté des Européens. Lorsqu'on regarde aussi Adam Jiříček qui est quatrième, que lui aussi a été blessé pendant une bonne partie de la saison. Puis qu'on regarde du côté de l'Amérique du Nord, tu as Artyom Levchunov, défenseur, il est deuxième dans la liste de la centrale. Ziv Boyum, quatrième. Ensuite, Zane Parekh, cinquième. Sam Dickinson, septième. Ce qu'on mentionnait l'année passée et ce qu'on mentionne depuis le début de la saison du côté des défenseurs pour ce repêchage-là, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de qualité au niveau des défenseurs pour le prochain repêchage. Mais tu sais, la liste de la centrale, puis je vais closer là-dessus parce que j'ai Jess qui m'attend backstage. Mais la liste de la centrale, c'est une chose. C'est pas un outil de certitude au niveau des rangs de sélection, premièrement, puis au niveau de la qualité des espoirs. C'est une liste parmi tant d'autres, même si c'est la liste de la centrale de la Ligue nationale faite par des scouts. Et je vais vous donner certains exemples parce que c'est vraiment pas pour se penser au-dessus de la mêlée, mais pas du tout. Mais quand on regarde les listes des dernières années, on se souvient que l'an dernier, la liste finale de la centrale, on avait Matthew Wood au 4e rang, devant Ryan Leonard, devant Zach Benson. Matthew Wood, présentement, stagne dans la NCAA, a été repêché en mi-première ronde. Ryan Leonard a été repêché devant lui. Fait que, tu sais, rendu là, c'est une question, il y a beaucoup une question de besoin, il y a une question d'évaluation des recruteurs de chaque formation. Fait qu'il n'y a strictement rien de coulé dans le béton au niveau des espoirs de la centrale. On se souvient un Edward Charlotte qui était classé 4e chez les Européens et sorti dans le coin de 20 à peu près, si je me souviens bien, du côté du Kraken. Puis cette saison, c'est très difficile dans la OHL. Bonne série, mais plus difficile un peu. David Reinbacher était classé 5e par la centrale en Europe, ce qui implique qu'on prévoyait possiblement qu'il sorte autour de 8, 9, 10. Puis il est sorti 5e finalement. Parce que quand on arrive au repêchage, il faut mélanger les Euros et les Américains, les Nord-Américains évidemment. Otto Stenberg était classé 6e en Europe l'année passée à la liste finale de la centrale de recrutement, puis il est sorti en fin de première ronde. Fait que tu sais, c'est ça. Il n'y a pas rien du tout qui vient dicter au niveau de la centrale qui va sortir où puis qui va être meilleur. Puis ça vaut aussi pour les gardiens de but. On se souvient qu'Adam Gayan a été le premier gardien de but à être sélectionné au repêchage 2023, mais était classé 6e derrière Jacob Fowler, derrière Scott Ratzlaff qui, à mon souvenir, a été repêché après le milieu du repêchage. C'était Carson Bjarnason qui était classé le numéro 1 en Amérique du Nord. Puis en Europe, chez les gardiens de but, c'était Alexander El Nemo, un gardien que j'avais bien aimé, mais qui n'a pas été repêché. Un gardien numéro 1 sur la liste de la centrale de recrutement qui n'a pas été repêché. Ça peut arriver. Ça peut arriver des gardiens de but qui se classent numéro 1 dans un décompte et qui ne sont pas repêchés. Vous aurez probablement l'occasion de le vivre au niveau de ma liste des gardiens cette année. Donc voilà, j'en dis pas plus parce qu'il y en a qui n'ont pas encore écouté cet épisode-là, mais je vous le conseille fortement quand il va être disponible sur les plateformes publiques. Donc, c'est ce qui fait un peu le tour, là. Je voulais vous donner un petit aperçu de mes réactions pour la liste de la centrale. Dans le prochain épisode, on va avoir
une bonne discussion, moi et Pascal, sur cette liste-là. On la passera en revue. On va se relancer dans des discussions par rapport aux espoirs, par rapport à nos listes et tout. Puis par rapport aux listes passées également. Donc voilà, merci de rester à l'écoute parce que le prochain segment, très intéressant, toujours pertinente. Ma collègue Jessica Lemay. Jess, belle casquette, by the way. Merci, merci. Ça va? Ça va toi? Yes, t'étais pas trop tanné de parler toute seule. Ça va? Non, pas du tout. Pas du tout. Good. Quand on parle d'espoir, ça passe bien. Puis je deviens habitué. À chaque saison, on fait notre top 32 au complet, tout seul, qu'on met sur les plateformes. Fait que je- dans un mois, je vais m'enregistrer pour mon top 32. Puis je vais parler tout seul pendant 2 heures et demie. Fait que ça, C'est bon ça fait ça. des bons warm-up. Prochain segment, Rocket de Laval. On va parler aussi des débuts de Lane Hudson et de Logan Mayou, évidemment, qui a été rappelé par le Canadien de Montréal. Euh, Commençons tout de suite, justement, par les performances de ces deux espoirs-là. Jess, est-ce que tu as eu l'occasion de regarder les matchs du CH, les deux derniers, en fait, qui impliquaient Lane Hudson et Logan Mayou? Oui, j'ai manqué peut-être les débuts de match un peu là, à cause du travail. Bon, il faut que je lâche ma job. Euh, mais j'ai vraiment aimé, j'ai regardé les deux matchs là, de Lane Hudson puis Logan Mayou. Euh, j'ai bien aimé Lane Hudson. J'ai vraiment, là, il y a comme un. Il y a comme quand il est en position de rondelle, tu sais, j'ai pas vu ça depuis peut-être Kovalev, tu sais, l'espèce d'engouement quand il, tu sais, oui, Subban l'avait, mais quand il montait la rondelle, pas quand il était, tu sais, juste le stick handling à Hudson, puis la façon qu'il se déplace, là, c'est quelque chose qui va donner bien du momentum, j'ai l'impression. Côté du CH, j'ai vraiment hâte de voir l'année prochaine comment ça va se transposer, puis son été et tout ça, là. C'est vraiment. C'est de pas s'emballer, mais en même temps, tu sais, on peut-tu, genre. On peut-tu l'enjoyer, tu sais, on peut-tu finir la saison sur une bonne note? Moi, je trouve ça vraiment. Vraiment excitant, tout ça. Moi, je suis du genre un peu grognon et désagréable là, par rapport à toutes ces choses-là. Quand il y a des espoirs qui arrivent avec le Canadien, j'aime pas nécessairement regarder les matchs en direct parce que quand je regarde des matchs en direct, ben, je regarde un peu ce qui se dit sur Twitter, puis ça me gosse, là. Tu sais, là, c'était comme Hudson, c'est le prochain Bobby Orr. Puis les mêmes, dans la même journée, j'ai vu des intervenants appeler à la patience, puis ne pas s'emballer, et ci et ça. Puis dans un autre tweet, ça venait dire j'ai jamais compris pourquoi le patin était une question problématique dans le cas d'Hudson. Là, si t'as jamais compris, premièrement, c'est parce que c'est la première fois que tu le vois jouer, là. En tout cas. Fait que, tu sais, c'est C'est ça. ça. Moi, j'ai préféré regarder les matchs ce matin, avec mon petit café, Mhm. fait un petit rapport d'observation, puis honnêtement, je peux comprendre l'excitation. Parce qu'il a vraiment bien joué, honnêtement. Ouais. Puis, tu sais, c'est sûr que c'est facile de devenir émotif. Tu sais, on cherche un petit peu, tu sais, d'espoir à quoi se raccrocher. Tu sais, veut pas, l'organisation avec le bilan aujourd'hui, tu sais, on comprend que la progression est satisfaisante d'un point de vue plus individuel. Tu sais, il y a le collectif que éventuellement ça va finir par être un effet secondaire, comme on dit. Mais tu sais, quand il y a des choses positives, des belles histoires. L'année passée, c'était Alex Belzile, tu sais, je veux dire, à chaque année, tu sais, d'avoir un petit baume comme ça en fin de Raphaël Harvey saison, on Pinard s'entend, là. aussi. Exact, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est sûr que ça. Tout tout un rapport avec l'émotion. Tu sais, on le voit avec Ryan Backer aussi quand il est arrivé. Tu sais, on l'a vu avec Jacky quand il est descendu à Laval. Tu sais, on a vu des clips passer, mais tu sais, ça représentait pas le match en tant que tel. Tu sais, c'était vraiment juste des séquences un peu sensationnelles, là, ou grossies, tu sais. Mais n'en demeure pas moins que j'ai bien aimé les notes. Ouais. Ouais, ben, moi, ce que j'ai apprécié, c'était sa confiance. Tu sais. Moi, j'avais peur que,
en arrivant dans la Ligue nationale, je me disais pas qu'il voudrait en faire trop, mais j'avais peur que, mettons, son ADN disparaisse un petit peu, tu sais, le fameux laner qu'on voit là, dans les highlights, là, on le voit souvent là, dans des matchs, quand on regarde des matchs complets, là, qui prend la Mhm. rondelle, puis à un moment donné, il va manier la rondelle d'un bord puis de l'autre, il va changer de direction, il va être très, très, très évasé, puis il va être trompeur. C'est Ouais. Lane Hudson qu'on voit depuis, et j'en parlais dans un texte aujourd'hui, mais c'est Lane Hudson qu'on voit depuis automne 2021, dans le fond. Là. C'était vraiment. Moi, ce que j'ai aimé des deux matchs, c'est que c'était vraiment le profil de Lane Hudson qu'on suit depuis automne 2021. C'est un gars qu'on a au TSLH Espoir en première ronde depuis décembre 2021. Fait que, c'est un gars qu'on a aimé rapidement, puis pour des raisons très évidentes, il y a des qualités élites dans son jeu. Puis ce que j'ai aimé dans ses deux premiers matchs, c'est que ces qualités élites, on les a vues. On les a Ouais. vues, tu sais. L'appropriation de l'espace. Lane Hudson a juste besoin d'un 6 pieds par 6 pieds, un 12 pieds de diamètre, là, puis il va tourner là-dedans. Là. Puis il va se créer son espace pour passer à l'adversaire. Il va déjouer l'adversaire aussi. C'est toutes des choses qu'on a vues à ses deux premiers matchs. Mais j'ai aussi trouvé que quand c'était le temps, il gardait le jeu simple. Il faisait la petite passe en sortie de zone. Euh, il faisait rouler la rondelle le long de la bande quand c'était le temps pour aller chercher son ailier qui venait de coller la bande. C'est tous des petits détails que des fois en Ouais. NCAA, il aurait gardé la rondelle plus longtemps. Puis oui, ça aurait été spectaculaire, mais ça aurait été sujet à des revirements. D'où un Mhm. peu les doutes qu'on a à son niveau, là, de vouloir en faire trop au niveau de la possession de rondelles. C'est quelque chose qui suit depuis le programme américain, la NCAA. Mais là, de voir qu'il y a eu un bel ajustement juste en deux matchs dans la Ligue nationale, c'est quand même intéressant pour ça. Euh, N'empêche que c'était pas un match parfait. Là. Moi, j'ai Mhm. trouvé que souvent, défensivement, il se retrouvait quasiment à couvrir les défenseurs. Fait que, tu sais, je sais pas si c'est le fait qu'il était pas nécessairement acclimaté au système du CH puis qu'il courait un peu partout. Tu sais, des gars comme Mhm. Caulfield qui se retrouvent dans l'enclave parce que Hudson est en train de couvrir la pointe, c'est pas censé arriver. Tu sais. Fait qu'il y a Non, quand c'est même ça. des choses à relever un petit peu plus négativement dans le cas d'Hudson, mais c'est deux matchs dans la Ligue nationale. C'est clair qu'avec du vidéo, c'est des choses qui vont se Mhm. corriger. Puis j'ai trouvé aussi qu'au niveau des batailles pour la rondelle, il passait souvent deuxième, malheureusement. Mais tu sais, ça, c'est une crainte qui suit depuis son développement. Fait que tu sais, avec un été d'entraînement, un été de power skating probablement, Mhm. euh, ça va probablement l'aider au final. Là. Ouais. Puis, tu sais, j'ai hâte de voir au niveau du camp de développement, tu sais, qu'est-ce qui va. Tu sais, veux pas, là, c'est quand même une. Ben, c'est pas beaucoup de matchs en NCAA, mais quand même, tu sais, c'est une longue saison. Là, il y a comme le high de s'en venir à Montréal, premier contrat professionnel, tu sais, de voir un peu, tu sais, sa progression physiquement. Euh, je me rappelle qu'il disait qu'il avait pas fini de grandir, mais ça, c'était plus au draft. Euh, euh, je sais pas, vu, là, au niveau du combine, là, il avait emmené des radios, je pense, de ses mains, ou je sais pas trop, pour dire qu'il allait grandir. En tout cas, Ouais. fait que j'ai hâte de voir, tu sais, il va pas grandir d'ici juillet probablement, mais tu sais, voir comment, tu sais, ça va progresser, puis comment il va se mesurer, tu sais, ce qui va en ressortir de ça. Écoute, ça va être intéressant de voir, puis tu sais, moi, je serais patiente avec lui, tu sais, c'est pas, tu sais, il a démontré qu'il pouvait s'adapter au prochain niveau, puis pas trop se dénaturer, quand même avoir confiance. Ça démontre quand même, tu sais, l'aplomb qu'il a, puis ses qualités élites de lecture aussi de jeu. Tu sais, c'est sûr que dans un système que tu connais pas, c'est pas évident. Puis en plus, à Montréal, tu sais, je considère que c'est un peu désorganisé côté défensif. J'ai pas l'impression qu'on mise tant là-dessus dans le moment. Euh, mais, euh, mais non, j'ai beaucoup aimé Hudson. C'est le genre de profil, tu sais, des fois, tu as des profils de joueurs qui n'ont pas nécessairement des qualités élites qui ressortent énormément. Tu
sais, je prends un gars comme David Reinbacker, mettons. Tu sais, il est pas élite dans quelque chose, mais il est excellent dans tout. Fait que tu vas t'attendre à ce qu'il soit excellent dans tout, sinon, ben, il répondra pas à tes attentes. Dans le cas de Lane Hudson, c'est assez clair. Offensivement, il peut changer l'allure d'un match. C'est un gars, là, puis Kevin Dubé sur le podcast nous l'a déjà dit, mais il est allé le voir à Boston University, puis quand il pogne la rondelle, là, c'est pas compliqué. Tout le monde est sur le bout de leur siège, tout le monde est debout. Là, c'est ça, Mhm, Lane Hudson. C'est le Subban effect de l'époque, dans le fond. Là. C'est vraiment ça. mhm, Sauf que Subban, il y avait l'aspect physique qui l'aidait beaucoup. Là. Mais, euh, ouais. mais tu sais, dans le cas d'Hudson, faut pas que tu t'attendes non plus à ce qu'il soit élite en défensive. Là, comme un peu un genre de profil à la Caulfield. Tu sais. Caulfield qui Mhm, est excellent pour prendre son tir, marquer des buts. C'est un, c'est un attaquant qui est capable de montrer des habiletés élites en offensive. Mais il faut pas que tu t'attendes à ce qu'il donne des mises en échec puis qu'il fasse mhm, des vols de rondelles, des steals à tous les matchs. Là, fait que c'est ça. C'est un peu ça l'histoire d'un profil de joueur élite. Faut pas que tu t'attendes non plus à ce qu'il soit un joueur excessivement complet. S'il devient plus complet, tant mieux. Mais mhm. faut pas que tu t'attendes non plus à ce qu'il devienne un gars qui va clairer le devant du filet devant son gardien de but. C'est pas ça sa tâche. Là, Mhm. Puis, tu sais, pour en venir à Logan Mayou, tu sais, le gars, il a aussi un potentiel offensif. Tu sais, on l'a vu dans la Ligue américaine, on le voit avec sa première passe très solide, gagne ses batailles, tu sais, physiquement imposant. Mais tu sais, c'est un gars qui a des qualités que Hudson n'aura jamais, puis vice-versa, là. Fait que, tu sais, cette complémentarité-là, tu sais, elle peut-tu être éventuellement tu sais, je sais pas, moi, à Laval, l'année prochaine, ça va-tu être ça, tu sais? Ça va-tu être ces deux-là ensemble, si Mayu, ça fonctionne, s'ils ont encore des doutes, puis qu'ils gardent Barron en haut, qu'ils ont pas tradé personne, tu sais, on va voir, il peut se passer bien des choses. Mais, tu sais, Logan Mayu, j'aime vraiment, j'ai vraiment aimé son match. Il a été, puis tu sais, il a été utilisé, là, il a joué un 20, 21 minutes, un peu plus. Puis tu sais, c'était pas des matchs... ce que j'ai aimé, c'est que c'était des matchs, bon, on peut dire ce qu'on veut, là, mais Détroit, moi, je trouve pas que. Oui, ils ont remonté, mais ils ont pas amené une confrontation séries éliminatoires wise, là. Tu sais, pour un je club trouvais qui pas devait se qu'ils. classer. Là. Ouais, mis à part remonter, mais ça, je veux dire, tu peux pas te permettre d'avoir un retard de 3 buts quand tu te bats pour ta vie, là. Je veux dire, pour moi, il y a un manque quelque part. Ben, dans les buts, on l'a vu, là. C'est pas fameux, mais bref, tu sais, je suis contente qu'il ait joué ces matchs-là. Tu sais, pour les deux jeunes, d'avoir affronté quand même une équipe que ça voulait dire quelque chose. C'était pas pour le dernier rang, là. Donc, ça, c'est à mettre dans le petit coffre à outils d'expérience. Puis pour finir avec Mayu, tu sais, je trouve que sa game était difficile un peu depuis quelques matchs. Depuis, je dirais pas chronologiquement, tu sais, depuis que Reinbacker est arrivé, mais je trouve qu'il y a eu une baisse un petit peu de régime. Tu sais, bon, on prend ça pour ce que c'est, mais tu sais, il était dans le différentiel négatif pendant, je pense, ces 6 derniers matchs. Fait que, tu sais, ça a été quand même plus difficile, des revirements, des... Fait que j'espérais que son petit match à Montréal pour le féliciter, pour tu sais, donner son petit bonbon, mais que ça ait un impact positif pour tu sais, le dernier push, là. Fait qu'on va espérer. Mais ouais. L'année prochaine, Jess, si on y va d'une prédiction, Logan Mayou commence-t-il la saison à Montréal, selon toi, avec la progression qui a monté cette année? Je pense qu'il mériterait. Euh, mais tu sais, il a démontré qu'il se reprenait en main, tu sais, dans plusieurs facettes de sa vie. Autant en début de saison que tu pouvais manquer un peu de professionnalisme, de rigueur, tu sais. J'ai hâte de voir, tu sais, est-ce que l'année prochaine, il va arriver gonflé à bloc au camp, puis que ça sera pas suffisant? Il va-tu avoir mis le travail? J'ose croire que oui, mais si ça marchait pas,
je réserverais pas le traitement Barron, là, de dire, ah, on échange ça, ça vaut, tu sais, c'est quand même un gros gars. J'ai beaucoup aimé avec Jacky. Fait que, tu sais, je pense qu'il va arriver au camp prêt, mais si jamais ça se passe pas comme on espère tous, c'est pas la fin du monde. Exact. Tu sais, moi, personnellement, je vois peut-être plus Mayu dans la Ligue nationale que Hudson l'année prochaine. Euh, mais tu sais, je l'ai dit sur Twitter, là, je voyais Caulfield puis Slav dans la Ligue américaine, puis je me suis clairement trompé. Là. Fait que fiez-vous pas à moi pour ça. Là. Je suis capable d'analyser les performances des joueurs, là, mais je suis loin d'être un DG dans la Ligue nationale. Là. Moi, les aspects Ligue américaine, NHL, je le laisse ça. Je fais juste donner mon opinion. Là. Moi, Puis Hudson, t'as pas ben l'info c'est du joueur non plus, tu sais, tu y parles pas dans le day-to-day, tu sais pas, tu sais, à quel point le gars, il rebondit, il reprend, tu sais. Fait que, tu sais, c'est sûr, c'est dur de... exact. Puis tu sais, je te dirais, je suis pas toujours en accord avec, mais j'ai vu passer une opinion là, de Simon Snake Boisvert au sujet de Lane Hudson. Puis on a déjà adressé cette évaluation-là dans le podcast, mais il disait que lui, si Lane Hudson commence la saison à Montréal l'année prochaine, il faudrait le shelter, dans le fond, le protéger un petit peu. Puis ce qu'il voulait dire par là, c'est de le faire jouer en avantage numérique, mais à 5 contre 5, tu sais, d'y donner quelques présences par-ci, par-là et Hmm. tout. Je trouvais ça quand même pas mauvais parce que je pense que son offensive est clairement prête pour la Ligue nationale. Là. On l'a vu là, en possession de rondelles. Là. Même s'il est pas si explosif que ça dans ses premières enjambées. Il va prendre la Mhm. rapidité d'exécution, mais dans ses premières enjambées, c'est pas le plus explosif. Mais il lit tellement bien le jeu qu'il est capable d'aller se positionner pour être efficace et tout. Fait que je pense que son offensive pourrait très bien se placer dans la Ligue nationale. Mais est-ce que son jeu à 5 contre 5, l'aspect défensif, viendrait un petit peu ternir sa confiance et tout dans la Ligue nationale? Ben peut-être. Fait que je suis quand même pas en désaccord par rapport à ça. Puis ben, Mhm. ça arrive, là. Mais c'est rare que je suis en accord avec Simon Snake Boisvert. Mais cette opinion-là, honnêtement, je la comprends. Puis je Mhm. serais même d'accord si on garde Hudson dans la Ligue nationale d'agir ainsi avec lui. Là, tu sais. Mais Mhm. je verrais beaucoup plus Logan Mayou dans la Ligue nationale, par exemple, parce qu'avec Ouais. ce qu'il nous a montré cette année, c'est une chose d'être capable de jouer dans la Ligue nationale. Lane Hudson, il est capable de jouer dans la Ligue nationale, mais est-ce qu'il est prêt à jouer dans la Ligue nationale sur C'est-tu là qu'il va 82 matchs? s'améliorer? C'est ça. C'est-tu là qu'il va travailler sa défensive? Tu sais, beaucoup moins d'entraînement dans la Ligue nationale, à moins qu'il fasse de l'extra, là, que dans la Ligue américaine. Tu sais, dans la Ligue américaine, je comprends le point, tu sais, de le faire jouer sur l'avantage numérique et tout, mais est-ce qu'on veut exploiter ses forces à ce gars-là ou on veut le développer? Tu sais, on veut-tu le rendre... Tu sais, on a une équipe de développement à Laval, puis pour être mis dans des contextes, je sais pas, à Montréal, tu sais, de faire jouer quelqu'un, ça va venir tout débalancer tes défenseurs. Tu sais, mettons, t'as un top 5 qui joue plus à 5 contre 5, puis comme t'as Hudson, à moins que tu joues à 7 défenseurs, mais encore là, tu sais, c'est pas... tu sais, on voyait Wideman un peu, là, faire ça, mais tu sais, c'est un vétéran, puis tu sais, je sais pas à quel point... Je serais pas pressée, moi, de le mettre en haut, mais... Tu sais, je laisserais les matchs préparatoires. Peut-être, tu sais, le début de saison, il n'y a rien qui empêche, mais pour vraiment avoir un bon échantillon, de voir physiquement aussi comment il se débrouille. Puis après, tu sais, Ouais, c'est ça. C'est pas beaucoup d'entraînement quand même en haut, là. Fait que si tu veux travailler des trucs spécifiques, il en développe beaucoup en haut, mais je sais pas. Je me pose la question. Ah, c'est ça. Puis, tu sais, je vois beaucoup plus Mayu être prêt à jouer dans la Ligue nationale. Tu sais, là c'est défenseur droitier pour défenseur gaucher. Là. Fait que, tu sais, l'un ne vole pas Ouais. la place à l'autre. Mais si tu as de la place pour un espoir, exemple, j'irais peut-être avec Mayu. Tu sais. Strouble, tu peux le mettre à gauche puis à droite. Fait que, tu sais, rendu là, sa polyvalence peut servir à ce moment-là.
Ouais. Mais c'est ça, tu sais, je serais pas pressé. Puis, tu sais, dans le cas d'Hudson, puis, tu sais, on va passer par la suite au Rocket parce que c'est une grosse fin de semaine qui s'en vient du côté de Laval. Mais, tu sais, Kent Hughes par rapport à Hudson a été assez clair, là. Tu sais, il s'est fait poser la question Ligue américaine ou Ligue nationale. Mhm. Tu sais, il a dit que Lane Hudson, en 2 matchs, il avait montré être capable de jouer dans la Ligue nationale. Il a des qualités indéniables et tout. Mais, tu sais, Mhm. là, ça va être de peser qu'est-ce qui est le mieux pour la progression du joueur? Est-ce que c'est de le garder dans la Ligue nationale puis qu'il aide à l'équipe maintenant? Ou est-ce que ça serait plus aidant pour lui de l'amener dans la Ligue américaine puis qu'il progresse? Ben ça va probablement découler du camp d'entraînement, comme tu le disais, puis des matchs Mhm. préparatoires, bien évidemment. Jess, on parlait de grosse fin de semaine du côté du Rocket. Tu vas sortir ton bilan du mois de mars très bientôt sur le site de Tout sur le Ouais. hockey. Euh, Qu'est-ce qui se passe à Laval en fin de semaine? Qu'est-ce que ça prend pour que le Rocket se retrouve en séries éliminatoires cette saison? Écoute, ça prend un petit peu de chance. En fait, c'est encore un peu entre nos mains. Je trouve qu'on a attendu un petit peu, là. Je trouve qu'on il a manqué d'urgence un peu dans les derniers matchs, là. Mais ça rend les choses excitantes, puis ça rend... c'est ça. En ce moment, il y a un match. Je sais pas si pendant que j'en parle, tu peux vérifier ça sur AHL, mais t'as Belleville qui joue son match en main ce soir contre Syracuse. C'était 1-0 Syracuse la dernière fois que j'ai vérifié. Euh, Dans le fond, au terme de ce match-là, Belleville ont 2 points devant Laval. Si Belleville perdait ce soir, ça prendrait 2 victoires pour le Rocket parce qu'on a 2 points de retard pour les dépasser. En fait, une victoire en régulier puis une victoire en prolongation. Puis je pense qu'on gagnerait le bris là, pour question de victoire et tout ça. Mais t'as quand même les Comets de Utica que eux, faudrait que je vérifie, mais eux, s'ils gagnent leurs 3 matchs, Laval passera pas. Donc, mais c'est un 3 en 3. Donc, c'est sûr que c'est entre nos mains, mais ça se pourrait que samedi, parce que je pense que Utica joue dimanche, si jamais on gagnait leurs 2 matchs, ça se pourrait qu'on sache même pas samedi après le match à la Place Belle si Laval se qualifie pour les séries. Donc, c'est un gros week-end avec des blessés qu'on n'est pas trop certain. Là, je te parle de Gignac puis de Stevens. Euh, Joshua Roy revient, ça c'est très bien. Euh, ça va être difficile. Le côté physique, par contre, je suis confiante de voir Luke Tuck commencer. J'ai l'impression que, un peu comme Jacky, que GF Hull a comme pas eu le choix d'utiliser, mais je pense que le côté physique va bien servir le Rocket. Parce que, pour faire un petit retour en arrière, depuis la date limite des transactions, le Rocket a plus de difficultés côté chimie, côté cohésion. Même si ont remporté des matchs par la suite, ils n'ont pas joué leur meilleur hockey. C'est Dobesch qui a accordé 2 buts et moins dans quasiment tout le mois de mars. Donc, tu sais, c'est sûr que ça l'aide en tabarouette pour à gagner des matchs. Puis, tu sais, 4-5 vols par match. Donc, c'est sûr que c'est peut-être un petit peu pas, pas trop représentatif, là, la fiche positive en mars. Mais avec l'échange de Michak et Légaré, ça l'a vraiment enlevé un grit puis un poids. Tu t'ajoutes un Durando puis Perrault, qui est, franchement, c'est décevant au niveau de Perrault. Mais Durando, je trouve qu'il y a des belles qualités à exploiter, un peu comme Gignac, c'est la vitesse, espèce de jeu nord-sud, là, avec quand même capacité de produire aussi, là, il l'a démontré. Fait que ça a pris du temps, tu sais, à se mettre en marche. Donc, là, je te dirais que avec les gars qui vont revenir, tout ça, ça devrait être bon, là. J'espère que les gars vont jouer avec urgence et non avec une over-confiance, comme on a vu un peu cette année, tu sais. On a du talent, on va revenir dans le match, mais ça finit qu'on est short un petit peu. Donc,
j'ai bien hâte de voir comment les gars vont se comporter. Pendant que tu parlais, Jess, je suis allé voir, puis fin de la deuxième période, au moment qu'on se parle, 1-1 Syracuse, Belleville. Puis tu sais, c'est ça. En tout et partout, je pense que ça prend 2 victoires, là. Au final, Ouais, on sortira pas la calculette, là. Ça non, prend c'est deux sûr. wins. Puis Ouais, si Belleville perd un match, ben une des victoires peut se permettre d'être en surtemps. ouais, Mais dans tous les cas, ça prend 2 victoires. Fait que ouais. grosse commande pour les hommes de GF Hull qui va recevoir un petit peu d'aide avec les Justin Mhm. Barron, Joshua Roy, Jaden Strouble de ce monde. C'est du gros Logan renfort, Mayou ça, qui pour revient, l'équipe. mais ouais, ouais, vraiment. Vraiment. En même temps, je veux quand même être prudente dans mes attentes parce que t'as beau. Laval a eu de la misère cette année quand il y avait tous ces joueurs. Tu sais, on dirait que c'était comme ça se cherchait un rôle, ça, tu sais, les gars qui ont pris la relève puis qui ont tenu le fort, ils ont été là cette année. Quand, mettons, il y avait des call-ups ou des blessés. Quand tout le monde était là, tu sais, je te parlais de confiance, de cette espèce de, pas nonchalance, mais tu sais, on se fie un peu plus sur notre talent, on est plus fancy. J'ai cette crainte-là. Mais écoute, on va le savoir bien assez vite. C'est soit qu'ils vont partir ils vont sortir très très fort, puis je l'espère. Euh, mais Belleville aussi, tu sais. Eux aussi ont du renfort, puis ils ont des gros joueurs qui sont descendus. Fait que ça va être, euh, ça va être du gros, gros, gros hockey. Du côté du Rocket, tu parlais d'un mois de mars qui a été sauvé par Jacob Dobush. On a eu aussi, dans les petites histoires de l'équipe, on a eu l'arrivée de David Reinbacker. Peux-tu me dire comment as-tu trouvé l'espoir des Canadiens à ses premiers pas dans la Ligue américaine? Moi, Pascal, on en a parlé, mais je suis curieux d'entendre, euh, selon tes yeux, selon ce que tu as perçu dans le vestiaire, comment tu trouves David Reinbacker jusqu'ici? Ouais, je l'ai trouvé cute dans le vestiaire. J'ai trouvé. Ça, j'avais posé une question parce que Bisson, il a commencé le match enragé, là. Il a comme donné 3 mises en échec très solides, puis il s'est fait sauter dessus, il s'est battu, en tout cas. Puis j'ai demandé à David, tu sais, comment il avait réagi, puis il était comme, j'étais un peu sous le choc, là. Il dit, tu sais, c'est vraiment un gars qui m'a pris sous son aile, puis tout ça, il avait l'air tout impressionné, tu sais, c'était quand même cute. Euh, Ça a l'air d'un gars très... il a pas la même... J'essaie de voir à qui je le comparais. Il est comme Candide, mais il est très low profile. Tu sais, il a l'air quand même dans un mode tu sais, assez réservé. Je sais pas si la langue aussi, c'est comme quelque chose, mais ça a l'air d'un gars qui s'est vraiment tu sais, bien intégré. Je trouve que sur la glace aussi, il a démontré des signes d'aisance quand même. J'ai aimé les décisions qu'il a prises. Quand se porter à l'attaque, quand plus rester là, côté défensif, bon bâton. J'ai bien aimé son jeu. Tu sais, il est jeune aussi, il arrive d'un autre pays aussi, tu sais, c'est quand même assez c'est un défi là pour lui puis j'en parle un peu dans mon bilan que je vais poster dans les prochains jours. Un gars comme Lias Andersson, un vétéran suédois, tu sais, européen dans le fond, je trouve ça important, tu sais, pour nos jeunes qui viennent. Tu sais, veux pas, oui, t'as un Maillet, t'as un Gignac, tu sais, mais Bourque, mais tu sais, des gars qui ont aussi fait ce saut-là, je trouve ça intéressant, tu sais. Je trouve ça... puis on le voyait au banc, là, quand Reinbacker il a fait son but, là, que Anderson, ça a été comme le premier à sauter d'un bras, là. Fait que je pense que ça a été comme rafraîchissant, là, son arrivée avec l'équipe.
Donc, j'ai bien aimé ces matchs. Et dans le positif aussi, tu sais, il est quand même assez fiable, je dirais, que ça, c'est positif. Il est dans le positif, fait que c'est positif, c'est bon ça. C'est positif, tu sais. Euh, tu cherchais comment présenter David Renbacker, l'humain qu'on a vu dans le vestiaire. Moi, Mhm, j'ai un très, très bonne analogie, mélange ou peu mhm. importe, là. C'est la timidité de Sean Farrell dans les réponses d'Arbor Jackai. Parce que je sais pas si tu OK. te souviens, mais Arbor Jackai, quand il était avec le Rocket, il y avait beaucoup de réponses de type cassette. C'était difficile d'y soutirer quelque Ouais. chose. On était capable au final, quand on lui demandait de nous parler de sa relation puis de sa chimie avec Logan Mayou. Là, tu voyais qu'il sortait un petit peu de la cassette, mais en Mhm, même temps, tu voyais qu'il y a beaucoup de différences, je trouve, euh, quand les joueurs descendent des Canadiens vers le Rocket au niveau des réponses devant les médias. Puis Arbor Jacka est un bon exemple. Puis mhm, j'ai trouvé que Ryan Backer sortait beaucoup de cassettes, là, des réponses un petit peu qu'on s'attendait à ce qu'il donne. Fait que, tu mhm, sais, pas nécessairement, c'est pas la job des journalistes puis de les mhm. coincer et tout. Mais tu sais, des fois, tu veux avoir un insight sur sa game, tu veux avoir un insight sur quelque chose, puis quand tu peux écrire la réponse avant de se poser la question, c'est un peu poche, là, tu sais. Fait que j'avais Mhm. l'impression que Ryan Backer, c'était ça. Mais dans la timidité d'un Sean Farrell, que, tu sais, Sean Farrell, il est très réservé, tu sais, il parle pas fort, à Mhm. la limite, pas qu'il a l'air intimidé, mais tu sais, tu vois que c'est peut-être pas nécessairement quelque chose qui est très à l'aise devant les médias. Fait que c'est ça. Je trouvais que c'était un Ouais. mix entre les deux, moi. Quand je suis allé couvrir son premier match à Laval, là, je trouvais que c'était un mix Ouais. entre les deux. Ouais, puis tu sais, Reinbacker me semble pas, tu sais, pour y aller avec la timidité, il me semble pas comme quelqu'un de spontané dans ses paroles, tu sais, il a l'air quand même réfléchi, puis tu sais, il reste quand même en surface, mais tu sais, en même temps, je peux comprendre aussi, tu sais, probablement que, tu sais, il faudrait que j'en parle avec Fred, mais tu sais, c'est quoi le processus quand des gars sont comme qui arrive dans le pro au niveau médiatique, tu sais, oui, je sais qu'il a déjà parlé avec des médias, là, mais tu sais, est-ce qu'il y a comme une petite ligne directrice? Est-ce qu'on ressort des trucs, tu sais, pas nécessairement des phrases toutes faites, mais des points de vue que tu peux juste comme glisser un peu, parce que ça peut arriver après un match que t'as un blanc, là, puis tu veux pas figer non plus, là. Fait que ce serait quand même intéressant de voir, tu sais, c'est quoi le niveau de préparation parce que, tu sais, on s'entend autant que Logan Mayou, on s'est dit, Colin, il est quand même, il a l'air briefé, il répond bien, un bel aplomb, mais tu sais, tu le vois qu'il y a une préparation, puis que, tu sais, il y a des thèmes qui reviennent aussi, là, dans ses réponses, sans que ce soit une cassette à 100%, là, mais Ouais, puis tu c'est vois ça. des gars comme Paquette Bisson, qu'eux autres, le gars, il sait très bien qu'il ira pas dans la Ligue nationale. Fait que lui, c'est le buffet ouvert, ses citations, pis les quotes, tout ça. Mais tu sais, en même temps, Ouais. t'avais un Raphaël Harvey Pinard qui était de même aussi, tu sais. Puis lui, on le savait qu'il allait monter, là. Le gars, il répondait de la manière la plus authentique que tu peux répondre, tu sais. Puis t'avais l'impression, Ouais. quand il te répondait, tu buvais une bière avec quasiment, là, tu sais. Fait que c'est ça, ça doit, tu sais, Ouais. que ce soit du hockey, que ce soit dans la vie de tous les jours, il y a des profils d'humains qui sont complètement différents. Il y en a qui seront peut-être Mhm. pas à l'aise de parler devant des caméras. Il y en a qui vont peut-être Mhm. avoir peur de dire quelque chose puis d'être mal cité, ou, de, 100%. ou d'avoir peur, mettons, de lancer un coéquipier en dessous de l'autobus, exemple. Fait que, Mhm. c'est pas parce que David Renbacker il est timide puis qu'il sort des cassettes que pour autant c'est un mauvais être humain. Au contraire, je Mhm. trouvais qu'il avait l'air. Je trouvais qu'il avait l'air gentil, rendu là. Quand il est Ouais. sans patinoire dans le coin, il est pas très gentil, là. Il est C'est ça capable qu'on d'être veut, rugueux, tu là. sais. C'est ça qu'on Ouais. veut, mais. Fait que c'est zéro, nullement un reproche, mais c'était un peu pour vous démontrer quel type d'humain se cache derrière David Weinbacker. Puis c'était quelque chose qui était connu quand même là, dans les entrevues. C'est ce qui sortait beaucoup après le repêchage et tout, là. Fait que Mhm.
Mais c'est des bons débuts pour lui à Laval, je trouve. Sur la patinoire, là, Ouais, très belle adaptation au hockey professionnel. Tu sais, ce qui ouais. ressortait beaucoup par JF Hull, c'était qu'il couvrait beaucoup de glace. Puis, tu sais, c'est une chose qu'on voyait aussi à son année repêchage. Fait que, tu sais, ce qui m'a aussi frappé, c'est à son premier match à Laval, quand JF Hull disait que l'adaptation au système de jeu du Rocket a été excellent, qui a été A1, pour reprendre ses propos. Là. Euh, Ouais. Tu sais, ça, tu vois que le gars, il a une intelligence hockey qui comprend les systèmes. Tu sais, en Suisse, c'est pas les mêmes systèmes de hockey du tout. Là. Non, Puis, c'est ça. il y a eu 3 entraîneurs en Suisse. Fait que possiblement 3 systèmes différents à s'adapter. Puis, il arrive en Amérique du Nord, puis il réussit à s'adapter comme ça. C'est vraiment bon signe pour la suite des choses. Là, tu sais. Ouais, puis je pense que c'était une question de Harpin Bassou qui était venu Ouais. pour le match. Il avait posé la question à JF, puis il avait demandé concrètement, tu sais, as-tu fait beaucoup de vidéos? Puis JF, non, il a pas, tu sais, pas dit qu'il avait fait 0 séance, mais que son adaptation était, justement, tu sais, autant dans le groupe que j'ai l'impression que c'est un gars qui a quand même un professionnaliste, tu sais. Je vais pas faire de comparaison boiteuse. Bon, je te vois, là, tu vas prendre en note ma quote. Ouais, là, je Je veux note. pas faire je veux pas faire de comparaison boiteuse, mais tu sais, côté personnalité, là, je sais pas, il y a comme un petit côté Markov, là. Tu sais, comme un gars qui va être genre un peu sous le radar, là, mais qui va rendre ses coéquipiers meilleurs, mais tu sais, qui va tout le temps garder cette espèce de, ben peut-être que un Lane Hudson ou un Logan Mayou ou peu importe, va le faire sortir puis ils vont faire des triple five low, tu sais, on sait pas, là, comme Markov qui donne un bec sur la tête à Subban, tu sais, ça a surpris tout le monde de voir ça. Mais tu sais, je le vois un peu comme ça, tu sais, une espèce de force tranquille, là, de gars qui fera pas trop de bruit, mais qui va être efficace. Euh, Puis tu sais, je dis pas qu'il va jouer, tu sais, 1000 matchs, ben, on peut l'espérer, là, mais il y a peut-être un profil, tu sais, un peu plus dans ce genre-là qu'un gars offensif comme Piqué Souban l'a été, tu sais. Mais quoique Markov, il te passait une rondelle, il était très, très, très utile, mais c'est ça. C'est un gars qui va rendre son partenaire meilleur, tu sais. Bien hâte de voir. Je te shoot 2 questions pour closer le sujet Rocket en prévision des séries. Est-ce qu'on peut s'attendre dans les 2 prochains matchs, considérant que l'enjeu est grand, puis considérant que c'est un joueur qui est assez gamer généralement, là, on peut-tu s'attendre à un peu plus d'Emil Heinemann dans les 2 prochains matchs? Moi, j'ai des attentes, là. Envers Emil Heinemann, là, pour de vrai, là, cette année, là, je suis sévère envers lui, mais Moi aussi, on est deux là-dedans. Là. j'ai pas trop, peut-être quand dans mon bilan, ça va, mais tu sais, c'est le genre de gars que tu te dis, il devrait être à la place d'Ilonen. Le fait qu'on soit profond aux ailes, ça l'a un peu nuit, parce il y a cette compétition-là en dedans de lui, il y a cette hargne-là, il y a cette agressivité-là, puis des fois, il est pas assez, il est pas assez mangeux, tu sais, il veut trop, tu sais, passer aux autres, puis faire le jeu peut-être un peu plus pour les autres, mais moi, je veux qu'il soit enragé, là. J'aimerais ça, parce que c'est... Ouais, je m'attends à plus de Heinemann, puis je serais très contente de le voir. Il était bon avec Josh Roy, si je me rappelle bien. Fait que, tu sais, peut-être que je trouvais que avec Gignac, le Gignac est blessé, mais avec Farrell, j'aime beaucoup Sean Farrell. Euh, mais c'est difficile dans ces matchs-ci, côté, tu sais, physicalité, espace, tu sais. J'aimerais voir Heinemann avec, tu sais, quelqu'un qui l'aide aussi à aller chercher des rondelles. Farrell le fait, mais physiquement, je trouve que ça manque, tu sais, il manque de force un petit peu. Des fois, tu le vois, là, que, tu sais, c'est plus, c'est plus laborieux, là. Mais ouais, j'aimerais ça
qu'il empote une coupe, là, c'est sûr. Je commence à... Tu sais, je vais être même plus sévère que toi. Je commence à sérieusement m'inquiéter d'Emil Heinemann. Tu sais, il y a eu une autre blessure cette saison, puis on peut soupçonner que c'est une blessure à la tête, là. Commotion. Ouais. Puis il y en a eu dans son développement, des blessures à la tête, puis Ouais. j'ai l'impression que la petite touche de hargne a comme disparu là, depuis sa dernière blessure. Moi, personnellement, je regarde les matchs du Rocket, puis je me demande si Heinemann n'est pas encore blessé. Pas dans le sens qu'il joue blessé, mais dans le sens, il est où sa patinoire? Je le Il va cherche pas dans souvent, le... Emil Heinemann. Pour il- vrai, là, Ouais. j'ai... Moi, il me déçoit cette année, puis je trouve qu'il a vraiment stagné dans sa progression. Fait que c'est pour ça que là, tu sais, c'est un gars qui est capable d'être hargneux. C'est un gars qui a Mhm. le feu dans les yeux. On en a souvent parlé, tu sais. L'année passée, il est arrivé dans le même contexte que là, puis tu sais, tu sentais qu'il voulait, puis ça marchait et tout, mais là, c'est ça que je veux voir, là, pour les 2 prochains matchs, là. Tu sais, la bonne vieille phrase, là, sauve ta saison, là. Ouais, ce serait le temps qu'il sauve sa saison un peu là, dans les 2 prochains matchs, honnêtement. Là, Ouais. c'est ça. Ouais. Moi aussi, j'ai des grosses attentes pour lui. Là. Puis c'est un profil que tu veux voir en série, mais avec la saison qu'il nous a donnée, on dirait que, je sais pas, j'ai des gros doutes pour lui. J'ai de moins en moins l'impression qu'il va fitter avec le Canadien dans l'alignement l'année prochaine. À moins qu'il fasse Honnêtement, comme un honnêtement, Ilonen. je... Ouais, non. Ils ont pas le même... Mais dans le Ilonen, il contexte, a je parle. pas... Tu sais, je parle dans le Ouais. contexte, genre, amener un gars tampon, Ouais. genre, on te fait jouer là Ouais. parce qu'on n'a pas personne, puis on s'en fout parce que ton développement, à long terme, on ne te voit pas dans l'équipe, fait qu'on te place là. Ouais. C'était plus dans le Ouais. contexte parce qu'effectivement, Ouais. ce que tu allais dire, j'imagine, c'est que c'est 2 joueurs complètement différents. Oui, ben tu sais, c'est que Ilonen, l'impact qu'il a eu dans la Ligue américaine, ça a été en avantage numérique, tu sais, à 5 contre 5. C'est pas un gars qui t'amenait nécessairement du momentum, qui physiquement, tu sais, c'est pas un gars qui est, tu sais, du haut du corps, là, Ilonen, là, il est pas très costaud, là, fait que, tu sais, dans ses batailles, tu sais, je m'aurais attendu cet été à ce que, tu sais, il arrive au camp du Canadien, puis que il avait pris du coffre un peu parce que c'est ce qui semblait sortir au bilan l'année passée. Mais tu sais, Heinemann, moi, ça serait plus, tu sais, après, mettons, l'été, certainement qu'au bilan, c'est quelque chose on va aborder avec lui ou avec le coach, mais tu sais, j'ai vraiment l'impression que d'aller devant le but, c'est une question d'anticipation, c'est une question de match-up avec ses coéquipiers. Il y a quelque chose qui cloche un petit peu, là. Parce que devant le net, là, il y a un lancer, là, c'est létal, là, tu sais, je veux dire. Il manque beaucoup le net aussi, là. Ça, c'est quelque chose qui... Il pourrait avoir beaucoup de mentions d'aide s'il touchait le net puis que ça l'amenait des retours parce qu'il y a un très bon lancer, très lourd. C'est dur à maîtriser pour un gardien. Surtout si tu fais du chaos en avant du net, ce qui est plus difficile depuis une couple de semaines. De la misère à se rendre au filet, tu sais. Mais ouais, j'ai bien hâte. Check ben, il va débloquer en fin de semaine. Ce serait le fun. Je Ça serait le fun. serais content qu'on l'ait jinxé, là, mais c'est ça. Ouais. Tu sais, je regarde ses stats à l'instant, puis 15 buts, 29 points en 46 matchs. C'est pas, c'est pas décevant niveau statistique, considérant que c'est sa première saison complète dans la Ligue américaine. Je me Mhm. serais juste peut-être attendu à plus, puis par rapport à ton point qu'il manque beaucoup de lancers, je pense que il est peut-être là le bobo, là. Essaie, tu sais, Émile, arrête d'essayer de défoncer les goalers. Ouais. Varie tes lancers. J'en Mhm. parlais, justement plus tôt, là, t'étais pas backstage, là, mais je parlais du jeune espoir Landon Dupont, qui a eu un statut exceptionnel dans la Ligue de l'Ouest. Puis, tu sais, je parlais de sa capacité à varier ses tirs parce qu'il a un excellent tir des poignets comme défenseur. Sauf que
il l'utilise pas pour toujours viser dans le top. Il va lancer des tirs Ouais. bas pour donner des retours. Il va diriger la rondelle pour créer du chaos. Fait que là, quand je fais le lien avec Emil Heinemann, tu sais, c'est un peu ça qui pourrait devenir intéressant dans son cas, là. Tu sais, à un moment Mhm. donné, essayer tout le temps le one-timer dans le top. Premièrement, l'adversaire va te connaître. Fait qu'ils Ouais. vont te couvrir. Tu sais, t'es pas un Alex Ovechkin, là, Emile, là. Non. Même si t'as deux joueurs sur le dos, t'en scoreras pas 890 dans la Mhm. ligue, là. Fait que varie tes lancers un peu, tu sais. Des tirs bas pour donner des rebonds aux gars qui sont devant le filet. À la limite, des tirs passes aussi, là. Tu sais. Ouais, Mais 100%. c'est ça, j'ai l'impression qu'il y a un. Là, j'aime pas cette expression-là parce que je trouve ça péjoratif, je trouve ça limite insultant pour les joueurs. Mais j'ai peur qu'Emil Heinemann soit un one-trick pony. Un Un one-trick one pony. L'expression dans le milieu qui veut dire qu'il y a une seule façon de marquer des Ouais. buts puis de se démarquer. Son tir sur réception en avantage numérique. Mhm. Puis c'était quelque chose qu'on avait peur dans le cas de Caulfield, qui soit un one-trick pony quand il sortait de la NCAA. Puis tu sais, on le voit cette saison, il s'est développé en autre chose. Tu sais, même Caulfield varie ses façons de lancer au filet, puis il varie Mhm. ses emplacements où il prend ses tirs. Emil Heinemann, là, il va falloir qu'il commence à avoir un peu de variance dans ses attaques parce que les one-trick pony, là, si t'es pas élite là-dedans, là, ça ira nulle part dans la Ligue nationale, là. C'est ça. Puis tu sais, j'ai comme l'impression que la tendance, le naturel qui revenait au galop un peu de jouer en périphérie pour certains joueurs. Tu sais, t'es une recrue, tu sais, t'es en confiance, fait que là, tu fais plus. Puis tu sais, là, t'as pas Simoneau aussi qui va déranger devant le filet. Tu sais, c'est sûr que quand t'as pas de chaos dans la Ligue américaine, tu sais, c'est dur de marquer sur. Tu sais, oui, il y a des gardiens ordinaires, là, mais tu sais, si tu déranges pas le gardien de but, là, tu sais. Puis justement, au lieu d'y aller avec un tir qui va toucher le filet puis qui va amener du chaos, ben, on y va pour le top net puis ça manque le filet. Tu sais, faudrait que je regarde, là, je vais regarder sur la plateforme, tu sais, côté lancé, là, tu sais, il y a Mitch Stevens là, qui a vraiment, tu sais, repris. Lui, je pense que c'est lui qui avait le plus de lancers de l'enclave, qui avait manqué le filet. Tu sais, rater le filet de l'enclave, là, ça, ça devient frustrant, puis à un moment donné, tu tiens ton hockey, puis tu te dis, tu sais, tu fermes quasiment tes yeux, ben Heinemann, tu sais, à force de manquer le net comme ça, tu sais, faut que tu aies les bonnes réactions. Fait que c'est dans l'apprentissage, c'est dans la maturité, c'est dans la... Tu sais, tu le vois, Mailloux, là, qui s'est lancé du poignet, tu sais, ça a juste à toucher le filet, puis tu sais, il se passe des bonnes choses, puis il y a beaucoup de mentions d'aide, faudrait que je regarde, tu sais, il y en a beaucoup que c'est comme ça, tu sais, c'est que diriger une rondelle au filet, tu sais. Fait que, ouais. T'as mentionné son nom, puis ma dernière question était à son sujet. Euh, Deux matchs d'une haute importance pour le Rocket de Laval. Si le Rocket gagne ces deux matchs, c'est possiblement les séries. Les pourcentages sont forts, dépendamment du TICA. Donc, deux matchs excessivement importants. Des séries qui s'en viennent potentiellement. La perte de Xavier Simoneau fait mal en Christie à ce moment-là de la saison, hein. Ouais, ouais, puis pour que Simoneau ait fait comme, OK, non, il faut vraiment que j'arrête, parce que, tu Il devait être sais, c'est trop magané, là. douloureux. C'est pour ça que, je vais faire une petite parenthèse, mais la blessure d'Arbor Jackay, tu sais, j'ai l'impression que à ce stade-ci, je, je le voyais un petit peu comme une excuse rapidement comme ça. C'est pour la saison, pour peut-être un niveau de robustesse, de se battre, puis tout ça. Tu sais, si Simoneau a su s'arrêter, je me pose la question pourquoi Jacky l'a pas fait. Le niveau de. Tu sais, c'est peut-être pas le même type de blessure. Tu sais, Jacky, ça semblait être une vieille diminution là, au niveau de son épaule qui traînait depuis le junior, mais ouais, Simoneau c'est dur. Le gars,
c'est là qu'il excelle, tu sais, c'est là qu'il est à son meilleur, puis en plus que les arbitres collent rien, Simono, tu sais, c'est dommage. C'est vraiment dommage pour lui. Un des joueurs les plus constants cette année, moi, je trouvais, offensivement. Puis euh, c'est un bon point que tu amènes par rapport à Jacky puis par rapport à Simono. Euh, je veux pas remettre en doute non plus les propos d'Arbor qui disait qu'il a été blessé toute la saison puis que ça l'a ralenti et tout, là, mais moi, j'ai pas trouvé que son jeu était causé par sa blessure. Il est blessé à l'épaule, là, il s'est fait opérer, là. Mais Mhm. je trouve pas que son évolution euh, moins à la hauteur de ce qu'on s'attendait, disons-le ainsi, était causée par son épaule parce que la majorité des choses qui faisaient moins bien sur la patinoire découlaient d'entre les oreilles, qui étaient au niveau de la prise de décision et tout. Quand il se battait, il était autant efficace, puis quand il frappait, il donnait des mises en échec qui étaient autant efficaces, puis ça implique les épaules. Fait que, tu sais, de là à dire que son jeu était moins bon à cause des épaules, je, je trouve pas. Parce que c'est Mhm. l'aspect intelligence, c'est l'aspect Ouais. anticipation qui était moins bonne. Euh, mais ce qui vient un peu racoler les deux versions de Simono et de Jacky, c'est que dans le contexte, c'est deux joueurs qui doivent se battre constamment. Puis là, battre, c'est pas au premier niveau dans le cas de Jacky, mais ils Mhm. doivent se battre pour leur poste. Albert Ouais. Jacky, là, c'est pas vrai que son poste est gagné à Montréal, là. Puis Mhm. Xavier Simoneau, son poste dans le hockey professionnel, il va tout le temps se battre pour un poste, ce gars-là. Ouais. C'est pas compliqué, ça va toujours être ça. Fait que c'est un peu là, tu sais, où ce que l'athlète doit aussi euh, pas être intelligent. Ben oui, il a être intelligent, mais tu sais, ça doit être dur pareil de prendre la décision, surtout dans le cas de Simoneau, d'y aller de Mhm. l'opération parce que rater une demi-saison complète quand tu es dans une position où il faut que tu te battes pour un poste, euh, je pense que personne, en fait, les gens qui ont jamais joué dans des sports compétitifs ne peuvent pas le comprendre, honnêtement, là. Non, c'est ça. Parce que c'est difficile, là. Fait que, tu sais, je comprends les décisions des deux, mais c'est ça, dans le cas de Simono, ça reste une énorme perte. Puis, tu sais, pour que le gars rate justement ce qui est le plus important pour le Rocket présentement dans la saison, c'est parce que ça urgeait pas pire, là. Pas pire, pas pire, pas pire, là. Ouais, puis qu'il y avait beaucoup de douleur, là. Tu sais, à un moment donné, Puis il performait, tu hein. peux bien... C'est ça. Juste pour closer, Jacky, j'ai comme eu une pensée qui m'est venue, tu sais. Tu parlais de frapper, de se battre et tout ça, que ça implique les épaules. J'ai trouvé... Ce que j'ai aimé de Jacky à sa première année dans la Ligue nationale, c'était à quel point ce gars-là se nourrissait du momentum qu'il faisait lui-même en s'impliquant physiquement, tu sais, en début de match, en participant, tu sais, au mêlées après le sifflet, sans nécessairement tomber dans l'indiscipline, mais tu sais, le côté intimidant, puis le côté confiant en sa capacité de répondre. Euh, j'ai trouvé, quand il est descendu à Laval, qu'il frappait moins. Puis là, tu sais, on me disait, bon, il observe un peu. Mais le fait que ça le rendait beige un petit peu de pas créer son propre momentum avec ce qui le définit comme joueur. Puis c'est là que la blessure ou la diminution de l'épaule peut rentrer en compte, c'est que là, à un moment donné, il faut que sa confiance, elle provienne d'ailleurs. Il faut qu'il réussisse à trouver sa game sans avoir besoin de créer ben, idéalement, tu veux qu'il les crée parce que c'est ça qui amène à ton équipe. Puis je pense que c'est ça qui le différencie. Mais tu sais, cette année, s'il n'avait pas été blessé à l'épaule, est-ce qu'il aurait voulu se battre avec tout le monde? Tu sais, peut-être. On le sait pas. Tu sais, fait que sa progression, j'ai hâte de voir l'année prochaine. Tu sais, il va être en santé. C'est où est-ce qu'il va se situer par rapport à son rôle? J'ai vraiment hâte de voir comment ça va débouler.
On reste dans le thème Jacky. J'ai oublié de te poser la question et je suis curieux de Mhm. t'entendre. Son frère, qu'est-ce que ça a donné à son premier match avec le Rocket? Écoute, j'ai manqué son premier match, mais j'ai parlé avec Anthony Marcotte, puis il me disait qu'il avait très bien fait. Euh, Jouer au centre, tu sais, c'est quand même assez. Tu sais, il y a quand même un spot sur la quatrième ligne au centre. Tu sais, Michak veut pas, tu sais, c'était son spot. Euh, Physiquement, tu sais, qui est très, très solide, mais pas encore à maturité. Bon, mon chien me sollicite. Euh, mais ouais. On salue Doug, Euh, fidèle Salut Doug! collaborateur le, Il va me japper le après. collaborateur canin du TSLH Espoir, TSLH C'est Podcast. ça. Ouais. Euh, donc c'est ça, je l'ai pas, j'ai pas encore parlé, puis j'ai pas vu concrètement, mais pour qu'il l'ait mis dans l'alignement, je trouve quand même que c'est une bonne marque de confiance. Puis il a bien fait, il a eu des chances de marquer. Donc, puis tu sais, il y a le côté aussi, tu sais, lourd, qui peut aller dans les zones, tu sais, plus dangereuses et tout ça. Avec Toc, j'ai hâte de voir, tu sais, s'il joue. Euh, mais non, c'est. J'ai hâte d'en voir un peu plus, tu sais, de le voir en live aussi, là, voir comment il se comporte. Puis dans des matchs comme ça contre Belleville, ça m'étonnerait pas qu'il jette peut-être les gants. On verra. Mais ouais. Tant que ça fasse pas comme Jacob Perrault. Ouais, mais là, Perrault, c'est pas son rôle de se battre, maudit. En tout cas, ça, c'est Hmm. pas, Surtout à 5 pas. à 1, tu sais, je trouve ça dommage. Il y avait peut-être un peu de frustration à passer, mais. Non, c'est ça. Mais non, j'ai hâte de voir aussi. Puis tu sais, pour avoir suivi les deux dans le junior, ben junior slash NCAA, je te dirais qu'on peut s'attendre à un petit peu plus de Luke Tuck que de Florian Jacquet, personnellement. Tu sais, je pense que si Luke Tuck était un joueur de centre, Jacquet serait même pas dans l'alignement, là. Tu sais, Ouais. Tuck, premièrement, maturité physique et expérience supérieure à Jacquet, tu sais, déjà Mhm. en partant. Tuck était un très bon complément à des joueurs talentueux dans la NCAA. Ce que Jackai était aussi dans le junior avec les Marek Vanacker de ce monde, un espoir là, qui joue pour les Bulldogs. Euh, Fait que c'est des gars qui sont capables de compléter des joueurs offensifs. Fait que ça, c'est une définition qui les relie. Mais l'avantage que Tok a, c'est au niveau du coup de patin. Je trouve que Luke Tok a un meilleur patin que Florian Jackai. OK. Ce qui fait en sorte que Tok va être plus efficace au niveau de son jeu physique parce qu'il va mieux timer ses mises en échec, puis il va mieux les compléter aussi. Tandis que Jacky, des fois, j'y reprochais dans le junior d'appliquer ses mises en échec quand le jeu était terminé. Donc, moins d'impact sur sa mise en échec que Luke Tuck, disons. Euh, OK. mais d'un autre côté, tu sais, euh, la NCAA n'est pas nécessairement la ligue la plus physique non plus. Fait que, est-ce que Tuck était physiquement dominant dans NCAA parce que justement c'est une ligue qui est moins euh, physique et tout? Peut-être, mais Ouais. tu sais, au niveau des batailles pour la rondelle, c'était quand même assez similaire. Mais tu sais, je pense que Tuck a un profil plus proche, plus prêt à jouer dans la ligue américaine euh, que Jacky, de par la progression de l'âge, mais surtout par le Mhm. coup de patin. Fait que tu sais, je pense que ça pourrait être quand même un bon ajout, Luke Tuck, pour la fin de la saison là, avec le Rocket. Ouais, ben, tu sais, on va voir. J'ai pas l'impression que Brendan Gignac va être en mesure de jouer. J'ai comme un pas bon feeling. Mitch Stevens, peut-être. Lui, l'année passée, ça a fait mal, là, quand il s'est blessé avant les séries. Mais ouais, je vais vraiment suivre ça de près, là. Probablement demain qu'on. Parce que les gars vont voyager. Fait que. Ben, voyager. Ils s'en vont à Belleville, là. Ils vont être en déplacement. Mais probablement qu'on pourra voir si les gars sont à l'entraînement, puis ce qui en découle de ça, là.
Yes, donc poursuivre la fin de saison du Rocket de Laval. Suivez Jess sur Twitter. Son handle est dans la description de l'épisode. Ses textes apparaissent surtout sur le hockey également. Couverture habituelle des matchs jusqu'à la fin de la saison. Si série il y aura couverture aussi de TSLH pour les séries du Rocket. Et puis, si série il n'y a pas, il y aura le fameux bilan du Rocket. Il y a eu le bilan des Canadiens aujourd'hui. On a fait quelques textes là, en regardant un peu le scrum par-ci par-là, mais avec le Rocket, on sera vraiment sur place. Jess, assurément, peut-être que moi, je vais être capable de monter aussi. Fait à deux, on va être capable de sortir quand même beaucoup de contenu là, pour ceux qui sont des partisans ou qui sont intéressés par ce qui se passe avec le Rocket. Donc, n'hésitez pas à nous suivre. N'hésitez pas à suivre Jess également qui couvre tous les matchs pas mal à domicile. Jess, merci beaucoup d'être passé sur le podcast. Toujours un plaisir de jaser du Rocket ensemble. Yes, toujours un plaisir. Yes, puis on va se dire à nos chers auditeurs, d'abord, merci d'être présents. Merci aussi des commentaires par rapport au dernier épisode. Je sais que le dernier 40 minutes a été assez intense, mais qui venait du cœur. Fait que on a eu des bons commentaires par rapport à ça. C'était pas nécessairement le but d'avoir des bons commentaires, mais j'étais content de la réaction. Puis pour rassurer les gens, je n'ai toujours pas de mise en demeure chez moi. Donc tout est beau. Il n'y a pas eu trop de name dropping. Mais bref, merci beaucoup d'être au rendez-vous. Puis on se revoit dans un prochain épisode.